Bonjour, je suis Domitille et je vous accueille sur Ce qui nous lie, le podcast qui explore nos liens aux autres à la lumière de nos parcours et de nos expériences de vie. Ces expériences qui nous bousculent, nous fragilisent et nous renforcent sont l'occasion d'un nouveau regard sur ce qui nous entoure. Fragile et puissant, intime et distant, le lien ne cesse de se renouveler et c'est ça qui me passionne. Ensemble, nous entendrons les témoignages d'hommes et de femmes à des étapes différentes de leur vie. Ils nous partageront un engagement, une expérience, une épreuve qui a transformé et fait évoluer leurs liens avec ceux qui partagent leur quotidien. Leurs voix nous confieront leurs déceptions, leurs découvertes, leurs doutes, leurs questionnements, bref, ce qui nous lie. Nous traversons parfois des épreuves extrêmes, radicales, sans appel. En une semaine, Axel perd 100% de la mobilité de ses jambes, 50% de ses bras et son visage est également atteint, ce qui entrave sa capacité à déglutir et donc à s'alimenter et à s'exprimer. Elle est atteinte du syndrome de Guillain-Barré. Elle est à 7 mois de grossesse et c'est le ciel qui lui tombe sur la tête. À travers son témoignage, Axel nous raconte comment la vie vient la percuter de plein fouet, en perdant toute son autonomie et en devenant dépendante des autres pour le moindre petit geste du quotidien. Pourtant, c'est dans ce contexte qu'elle met au monde sa deuxième fille, qu'elle se bat pour garder le lien avec sa fille aînée, qu'elle décide, après avoir touché le fond, de remarcher pour de bon, et ça, personne ne peut le faire à sa place. C'est l'histoire d'une jeune femme qui se retrouve en prison dans son corps et qui transforme sa prison en un immense espace de liberté. Celui qui fait qu'on choisit de se battre, pour la vie, pour ce qu'on aime. C'est l'histoire de tous ces liens qui font sa force et son souffle. Vous allez voir, elle est tout simplement bouleversante. Très bonne écoute. Je m'appelle Axel, j'ai 32 ans. Je travaille dans l'hôtellerie, en finance. Je suis mariée à Grégoire. On a fêté nos 4 ans de mariage hier. Et on a 2 petites filles ensemble. Thaïs, qui a 3 ans, et Thelma, qui a 10 mois. Et alors du coup, vous avez toujours vécu en région parisienne, tous les deux? Comment ça s'est passé On s'est rencontrés à Paris. On est resté un petit bout de temps à Paris. Et puis quand on s'est mariés, Greg a eu une opportunité de boulot à Bordeaux. Donc juste après notre mariage, on a pris nos valises et on s'est installé à Bordeaux. On a vécu un peu moins d'1 an là-bas. Greg s'est lancé dans cette opportunité professionnelle. Et puis je suis tombée enceinte. Donc j'allais travailler à Paris avec mon gros bide. Je prenais le train le matin et je rentrais le soir. Et puis au bout d'un moment, le job de Greg finalement a bien marché. La boîte a bien marché. Du coup, les fondateurs sont venus à Bordeaux pour reprendre le flambeau. Et donc avec Greg, on a décidé de rentrer à Paris. J'ai continué mon job à Paris avant de partir en congé mat. Et puis Greg s'est lancé dans un nouveau boulot à Paris. Quand tu quittes Bordeaux et que tu arrives à Paris, tu es enceinte de Thaïs. Et bien enceinte. Je dois être à 7 mois. J'avais pas pu toucher à aucun carton de déménagement. Et puis voilà, on s'est réinstallé à Paris. Et juste à temps pour accueillir Thaïs. Et comment elle s'est passée alors, du coup, cette grossesse pour ta fille aînée, Thaïs? La grossesse s'est très bien passée. C'est chouette parce que c'est la première, alors on peut prendre le temps de tout ça, on découvre tout ça. Et puis bon, j'ai été, je pense, comme pas mal de nanas, un peu malade les 3 premiers mois. Et après, tout s'est très bien passé, jusqu'à la veille de l'accouchement. Et là, j'ai commencé à avoir des douleurs au ventre. Et j'avais l'impression d'avoir de la fièvre. Et donc, j'ai été à la clinique. Ils m'ont dit, oui, en effet, vous avez un peu de fièvre. Ils ont surveillé le cœur du bébé. Et là, ils ont dit, votre bébé, il fait un peu de tachycardie. Ce serait bien, en fait, qu'on déclenche. Et donc, du coup, j'ai été déclenchée. Et voilà, alors, l'accouchement s'est plutôt globalement bien passé, comme pour un premier. C'est marrant parce que pour la petite histoire, j'ai fait de la fièvre et de la fièvre assez forte, ce qui fait que dès que je me levais, je tombais dans les pommes. Donc j'ai pas pu à l'époque déjà m'occuper de Thaïs sa première semaine de vie. J'ai passé 1 semaine hospitalisée et sans pouvoir me lever au début, jusqu'à ce que ça disparaisse et que je puisse reprendre la main. À l'époque, j'avais déjà trouvé ça très long, 1 semaine, sans pouvoir donner le bain à mon bébé, l'allaiter, parce qu'évidemment, ils m'ont mis des grosses doses d'antibiotiques. Et du coup, ils m'ont dit que je pouvais plus allaiter, donc j'ai arrêté d'allaiter. Donc déjà, ça m'avait impacté, cette petite semaine, sans l'avoir complètement à moi, comme je l'avais imaginé, en fait. À quel moment l'envie du deuxième bébé
se pointe? En fait, assez vite. Parce que un petit bébé comme ça, jusqu'à 1 an, elle était toute mignonne, rigolote, facile en fait. Et elle a fait ses nuits très vite aussi, donc forcément ça nous a aidés. Très vite, je pense qu'on a eu envie du deuxième. Alors après, on s'est dit non, 2 secondes, il faut aussi garder un minimum d'écart. Il faut que ça reste facile à gérer. Faut pas que ce soit trop compliqué. Donc on se disait bon, on va attendre un peu. Et puis au bout d'un moment, on s'est dit bon, allez là, si on commence maintenant, ça aura à peu près 2 ans d'écart. Et donc on s'est lancé. Et alors tu tombes enceinte rapidement pour Thelma? Oui, globalement, assez rapidement. C'est les moyennes classiques. J'ai dû mettre 3 mois. Je me souviens, le test de grossesse, c'était en janvier. Donc, c'était pour un petit bébé d'octobre. La nouvelle année, les nouveaux projets. Janvier, c'est le moment où on fait ses résolutions, tout ça. Donc, ouais, c'était chouette. C'est que du bonheur à ce moment-là. La famille, tout va bien. Thaïs était en pleine forme. On était dans notre petit appart parisien sous les toits. Tout roule. Mon job roulait. Et puis on se lançait pour avoir ce deuxième bébé, donc que du bonheur. Et à ce moment-là, du coup, t'abordes cette grossesse plutôt sereinement, si je comprends bien, quoi. Ouais, sereinement, assez sereinement. La première grossesse s'était assez bien passée. Alors j'étais suivie à Bordeaux, donc là je suis suivie à Paris, mais par ma gynéco historique, et donc non, je suis pas inquiète. Je me dis que tout va bien se passer. Ma seule inquiétude, c'est pour l'accouchement et le post-accouchement par rapport à ce qui s'était passé pour Thaïs et l'espèce de virus que j'avais eu. Mais j'en parle à ma gynéco et elle me dit il n'y a pas 2 accouchements pareils, il n'y a aucune raison que ça se passe mal. Les 6 premiers mois de la grossesse se passent comment alors? Mais il se passe bien et il se passe un peu dans l'insouciance parce que on a un autre bébé à gérer, tout va très vite. Je prends beaucoup moins de temps de profiter. En plus, on veut pas savoir si c'est une fille ou un garçon. Donc en fait, c'est vrai que c'est moins concret. On n'a pas le temps de concrétiser tout ça. Et là, c'est plus insouciant. Voilà, le temps passe vite et tout va bien. Donc je me souviens que je commence à grossir et il commence à faire chaud. Donc je me dis, il faut que je parte en vacances avec des vêtements dans lesquels je me sente à l'aise. Et j'ai hâte de ces vacances. Et c'est quoi vos projets à ce moment-là? Vous partez où? On part à la campagne. Et puis on a prévu une semaine de vacances à Aix avec tous nos copains et tous leurs enfants. On doit être 10 adultes et 10 ou 12 enfants. Enfin, la semaine épuisante, mais vraiment hyper sympa, où tous les enfants jouent ensemble, où tous les parents passent des bons moments. Et puis à côté de ça, on avait quand même prévu, je pense, 3 bonnes semaines à la campagne où du coup, moi, je pouvais me reposer. Je le sens bien à ce moment-là. Comment ça se passe du coup, ce départ en vacances? Et en fait, au moment de partir, le temps est un peu long, je commence à fatiguer, mais c'est souvent comme ça avant de partir en vacances. La dernière semaine avant de partir en vacances, je trouve que c'est long et t'es de plus en plus fatiguée. Presque tu tombes malade la semaine avant de partir en vacances, tu vois. Et donc je me souviens d'avoir fait ma dernière écho avec ma gynéco et de lui dire je suis fatiguée, j'ai des nausées, je me sens pas très bien. Et donc elle m'avait arrêtée d'ailleurs, parce que c'était pas le début de mon congé mat, elle m'avait arrêtée en me disant oui, il faut que vous vous reposiez parce que là vous allez avoir votre fille à temps plein. Mais elle m'avait dit les nausées c'est normal, c'est pas grave. Donc elle m'avait dit voilà, prenez tel médicament, essayez ça, mais tout va bien. Elle était pas inquiète du tout. Et alors, qu'est-ce qui se passe? On part en vacances, la première semaine, on fait du vélo, tu vois. Je fais du vélo avec Thaïs derrière moi. Donc, on est chez mes beaux-parents et puis on décide d'aller passer le week-end chez des copains, pas très loin. Et donc, on arrive chez nos copains et je me lève le matin et je commence à ressentir dans les mains, dans les bras, dans les pieds, dans les jambes des fourmis. Comme si tu t'endors sur un côté de ton corps, tu te retrouves un peu engourdi. Moi, j'avais ça des 2 côtés et dans les jambes. Et puis, une énorme fatigue. Et puis, la journée se passe et j'étais épuisée. J'avais besoin de dormir. Et puis, ma copine qui est infirmière me dit, bon, attends, on va quand même vérifier si c'est pas le Covid. On va faire un petit test Covid. Donc, on fait ce petit test Covid qui est évidemment négatif. J'appelle ma gynéco. Je lui dis, écoutez, je ressens ça. Elle me dit, non, mais reposez-vous. Pas, voilà. Et puis, elle me dit, bon, après, si vous le sentez pas, vous allez aux urgences gynécologiques.
Et le temps passe et je me relève le lendemain, pareil, je suis épuisée, j'ai ces fourmis dans le corps, je sais pas quoi faire. Et puis finalement, on retourne à la campagne. Et en sortant de la voiture, après ce trajet, je sens que c'est difficile pour moi de marcher. Et le lendemain matin, c'est encore plus difficile. J'ai une fatigue musculaire qui s'installe vraiment et des nausées de plus en plus fortes, ce qui fait que j'ai vraiment du mal à m'alimenter. J'ai plus faim du tout, donc je me force, mais je mets 2 bouchées dans la bouche et puis je peux plus manger. Donc je pense qu'à ce moment-là, je commence déjà à perdre du poids, je pense. Et je me dis que c'est en lien avec ma grossesse. Et je me dis que je dois avoir une anémie en fer. J'imagine pas du tout ça. Pas du tout. Je vais voir le médecin qui est notre médecin de famille à la campagne. Et puis, il me fait un examen clinique. Et il me dit, tout va bien. Je sais pas quoi te dire, tout va bien. Donc, je vais faire des analyses de sang parce que je comprends que tu te sens pas bien. Donc, je vais essayer de creuser. Voilà. Donc, il fait des analyses. Mais après, les résultats mettent du temps à tomber. Et moi, de plus en plus, je suis fatiguée. Et un matin, je me lève et j'arrive pas à prendre ma douche. Et donc, Greg m'installe un tabouret dans la douche. Et c'est la première fois que je vais prendre ma douche, mais pas seule, et que quelqu'un va me laver et me donner ma douche. Mais il se trouve que c'est mon mari pour l'instant, donc ça va. Mais à ce moment-là, je me dis que ça va pas. Il faut qu'on fasse quelque chose. Là, je commence un peu à stresser. Et ma belle-mère vient me voir dans ma chambre et elle met la main sur mon ventre. Et à ce moment-là, quand elle pose sa main sur mon ventre, je sens pas sa main comme d'habitude en fait. Quand on te touche, tu ressens quelque chose et là, c'est comme si je ne ressentais pas sa main qui touchait mon ventre. En plus, c'est très stressant parce que juste en dessous de sa main, il y a mon bébé. Donc je me dis, oh là là, je pense, avant de penser à moi, je pense au bébé. Et en fait, quand elle pose sa main sur mon ventre, je prends la décision de partir à l'hôpital. Je me dis que c'est bon, on a assez attendu et qu'il faut qu'on soit pris en charge en fait. Donc vous partez tous les deux avec Greg du coup aux urgences ? Ouais, alors le problème c'est qu'on a eu quand même, tu vois, il a dû se passer entre les premières fourmis que j'ai ressenties et ce moment-là, il a dû se passer peut-être 4-5 jours. Et en fait, à ce moment-là, je ressens une espèce d'urgence et un gros stress. Et en fait, on part dans la précipitation. Et Thaïs, qui depuis quelques jours est pas mal gérée par son papa et mes belles-sœurs, parce que elle est avec ses cousins et que moi je peux pas m'occuper d'elle parce que je peux plus marcher toute seule à ce moment-là. Je pars dans la précipitation et dans l'émotion. Et à ce moment-là, je dis à ma belle-mère qui m'accompagne dans la voiture, je lui dis, je lui ai pas dit au revoir. Et elle me dit, non mais t'inquiète pas, vous revenez demain, allez-y. Et de toute façon, elle est en train de dîner avec ses cousins, t'es pas bien. Je commençais à pleurer. Elle me dit, vas-y. Et donc, je pars sans lui dire au revoir. Et ça c'est dur. Parce qu'in fine, je suis pas partie 2 jours comme je le pensais, je suis partie 3 mois. Donc en fait, nous, on fonce aux urgences, on se dit, tant qu'à faire de la route, autant aller à Paris. On est quand même à 300 bornes de Paris, mais on est aussi à 200 bornes de Tours, tu vois. Donc on se dit, quitte à faire des kilomètres, autant pousser jusqu'à Paris finalement. Moi, je suis suivie à Paris, on habite à Paris, et donc on arrive, et puis mes beaux-parents m'avaient dit, allez à Foch, c'est plus facile quand on rentre de Paris. Et puis ma belle-sœur avait accouché là-bas, et donc je me retrouve là-bas, et on file aux urgences mater, parce qu'on se dit, c'est un lien avec la grossesse. Et l'avantage, c'est qu'on a été très vite reçus. Et très vite, dans la nuit, ils nous envoient des neurologues. Très vite, ils comprennent qu'en fait, il n'y a pas de problème pour ma grossesse. Et qu'en fait, c'est neurologique. Et à vous, à ce moment-là, quand on vous envoie des neurologues, qu'est-ce que vous vous dites, en fait, Greg et toi ? En fait, moi, je suis tellement épuisée, je suis tellement inquiète que je me dis, mais s'il vous plaît, trouvez ce que j'ai. C'est surtout ça, mon inquiétude. J'ai juste envie qu'ils trouvent et qu'ils me soignent. Et que je puisse rentrer à la maison, retrouver Thaïs. Donc je suis prête à tout, à voir tout le monde, à faire tous les tests. Et puis à ce moment-là, ils me font faire les tests classiques que je vais faire après
pendant 4 mois, et j'en fais encore de temps en temps. Donc ils arrivent avec leur petit marteau, puis ils te tapotent. Ils te tapotent sur les jambes, ils te tapotent sur les bras, pour vérifier tes réflexes en fait. À ce moment-là, j'ai des réflexes. Ils me font faire plein d'exercices sur le visage, fermer les yeux très fort, gonfler les joues. Et c'est que des choses que je peux faire. Donc, je me dis, bon, ça doit pas être ça. J'y arrive, tout ça. Et puis, t'es quand même vachement dans l'inconnu. Donc, ils te font faire ces exercices. Et puis, ils te disent, non, ils t'expliquent pas. Ils te disent pas, dis donc, on soupçonne ça, on soupçonne ça. Non, ils te disent rien. Donc, ils te font des petits tests. Et puis, toi, t'as l'impression de les passer haut la main, d'ailleurs. Et puis, ils repartent. Et en fait, le lendemain, on me dit, bon, vous allez être transféré en neurologie. Donc là, tu te dis, ok. Donc je quitte la mater et j'arrive en neuro. Et tu les questionnes à ce moment-là? Tu leur dis pourquoi vous me transférez en neuro? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, je les questionne. Ils me disent on a besoin de faire des analyses complémentaires. Donc on va vous faire toute une batterie de tests. IRM, ponction lombaire. Et on pense que c'est un problème neurologique, donc il faut que vous soyez en neuro. Et donc là, moi j'arrive en neuro avec mon gros bide de femme enceinte, mais en neuro, c'est principalement des AVC. Donc c'est vrai que c'est un monde complètement différent. Pour moi, femme enceinte de 32 ans. Donc du coup, tu réalises tous ces examens un peu exploratoires, IRM, ponction lombaire. Ouais. Et l'avantage de la ponction lombaire, c'est que le résultat tombe assez vite. Et donc le diagnostic est posé assez vite. Et donc il nous explique que j'ai donc réactivé le CMV. Explique-moi ce que c'est que le CMV. Hein. Alors le CMV, c'est le cytomégalovirus. C'est un virus de la famille des herpès. C'est un virus que tout le monde peut attraper, qui n'est pas dangereux, mais qui est dangereux pour le bébé. C'est-à-dire que si tu l'attrapes en début de grossesse, au moment où ton bébé se forme dans ton ventre, ça peut lui créer des malformations. C'est un virus qui est transmis par les enfants, et souvent par les enfants en crèche, qui ont des couches. Et donc, moi, j'étais immunisée. Thaïs me l'avait probablement déjà repassé. Et de ce que j'avais compris, c'est un virus où, une fois que tu l'as attrapé, pour moi, c'est comme la varicelle, c'est comme la toxo, c'est terminé. Point à la ligne, t'es hors de danger. Et en fait, non. Alors après, c'est extrêmement rare, faut pas s'inquiéter de ça. Mais non, tu peux le réactiver et tu peux le réattraper. Alors, la bonne nouvelle, c'est que je suis à 7 mois de grossesse, donc ça veut dire que le bébé est déjà formé, et que le risque pour le bébé, c'est uniquement, j'ai envie de dire, entre guillemets, la surdité. Parce que du coup, quand tu réactives le CMV, ça peut donner les symptômes que tu as, en fait. Non, en fait, ça c'était la première partie. Et la deuxième partie, c'est cette réactivation de CMV a déclenché chez vous une réaction type Guillain-Barré. Guillain-Barré, qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu peux nous expliquer? En fait, c'est une maladie auto-immune. Et donc, c'est tes globules blancs qui surréagissent par rapport à un virus et qui vont devenir complètement fous. Et au lieu de te défendre par rapport à ce virus, ils vont se retourner contre toi, ils vont t'attaquer et ils vont se mettre à grignoter la myéline qui est autour de tes nerfs. Ils peuvent aller jusqu'à grignoter le nerf. Donc on t'explique que tu réactives le CMV et que face à cette réactivation du CMV, ton corps en fait réagit, oui, s'emballe et développe le syndrome de Guillain-Barré. Exactement. Et concrètement, le syndrome de Guillain-Barré, comment ça se manifeste du coup Le syndrome de Guillain-Barré, c'est ton cerveau qui envoie des messages à ton corps, mais ton corps qui ne peut plus y répondre parce qu'en fait, le message ne passe plus jusqu'aux muscles. Donc en fait, quand tu dis « lève ton pied », ton pied ne bouge plus. Et petit à petit, la paralysie va s'installer. Donc moi, j'ai d'abord été paralysée complètement des jambes. Donc là, tu es à l'hôpital, on t'annonce le diagnostic. À ce moment-là, la paralysie a commencé? À ce moment-là, je peux encore me lever avec de l'aide pour aller aux toilettes, par exemple. Mais très vite, ça s'arrête. Très vite, je peux plus du tout me lever. Quand tu dis très vite, c'est-à-dire 1 jour, 2 jours, très très vite. Et ça, on te l'avait dit, le corps médical t'avait prévenu, t'as dit voilà ce qui se passe, voilà ce qui va se passer dans les prochains jours. Oui, en fait, il t'explique. En fait, il y a 3 phases dans le syndrome de Guillain-Barré. Tu as cette phase ascendante, qu'ils appellent ascendante, donc c'est-à-dire où tous les symptômes vont continuer à grandir. Et puis ensuite, tu as la phase de plateau, qui peut durer assez longtemps. Et ça, il m'inquiétait vachement là-dessus, parce qu'ils disent que ça peut durer plusieurs mois. Et ensuite, tu as la phase de récupération, et là, qui peut encore durer plusieurs mois. Donc en fait, c'est une maladie qui est longue, mais ce qu'ils te disent aussi,
c'est que je suis censée retrouver 100% de mes capacités physiques. Mais à ce moment-là, quand tu vois ton corps se paralyser de plus en plus, t'y crois pas. Tu te dis, mais attendez, vous êtes sûr que je vais remarcher? Parce que là, je veux bouger juste mon orteil. En fait, il bouge plus. Plus rien ne bouge. Je suis allongée sur le lit et ils me disent, remontez le genou. Et mon genou, il bouge pas d'1 millimètre. Mes jambes sont totalement paralysées. Et puis arrive la nuit du 14 au 15 août, où j'ai des douleurs dans le dos, parce qu'en fait je suis enceinte de 7 mois et demi, et j'ai un gros ventre. Et en fait être allongée tout le temps, ne pas pouvoir se tourner, ça fait mal. C'est épuisant, ça fait mal, on ne trouve pas le sommeil. Et donc à ce moment-là, je suis en neuro, et puis les gynécos viennent me voir en plein milieu de la nuit. Et puis ils viennent me voir 1 fois, 2 fois, et puis ils disent non mais attendez, là vous êtes trop loin de nous, on est inquiet quand même pour le bébé, on vous embarque. Donc là je pars en brancard, en service mater, et en fait ils me mettent, pour pouvoir me surveiller, ils me mettent en salle de réveil de césarienne. Donc c'est marrant parce que du coup je voyais les petits bébés qui naissaient par césarienne le 15 août, c'était marrant. Et donc à ce moment-là ils me mettent un monito pour surveiller le bébé, ils me font des piqûres, tu sais les piqûres pour développer les poumons du bébé. Parce qu'ils se disent que peut-être que je vais devoir accoucher en urgence. En fait, ce que je ne sais pas à ce moment-là, c'est qu'en fait la maladie, elle peut aller jusqu'à me mettre dans le coma, me faire intuber. Donc ça peut être dangereux pour moi. Et donc à ce moment-là, il faudra peut-être sortir le bébé. Donc cette nuit-là, du coup, où le corps médical s'inquiète pour toi et pour le bébé, à ce moment-là, t'as plus la mobilité de tes jambes? Plus du tout. De tes bras De mes bras, je me rends pas compte trop parce que je suis allongée. Mais en fait, oui, je peux bouger mes bras que jusqu'à mon menton, on va dire. Pendant cette nuit-là, mon visage se paralyse. Et est-ce que tu peux parler? Non, j'ai passé la nuit à observer, à dormir à moitié, donc je parle pas vraiment. Et en fait, c'est le matin, j'envoie un message à Greg et je lui dis je suis là, viens me retrouver. Que je me rends compte qu'en fait, je peux plus manger, je parle plus normalement. Et ce que je ne savais pas, parce que je m'en rends pas compte, mais mes paupières ne se ferment plus. Donc quand je dors, j'en vois mes yeux tout là-haut. C'est assez flippant d'ailleurs pour la personne qui pourrait dormir. Mais je ferme plus mes yeux. Et donc quelle décision ils prennent alors Alors les neurologues viennent me voir et me disent ça a pris une tournure différente, donc ça s'est bien aggravé. Il faut qu'on vous surveille de près. Et donc ils me mettent en soins intensifs de neurologie. C'est une bonne nouvelle parce que ils hésitaient à mettre en réa. Et en réa, j'aurais dû être toute seule, pas le droit de visite. Et en soins intensifs, Greg peut venir. Donc c'est une bonne nouvelle pour moi. Donc là, j'arrive en soins intensifs de neurologie. Je suis branchée de partout. Je ne pensais pas qu'on pouvait être branchée autant. En fait, ma maladie peut aller jusqu'à paralyser ma façon de respirer, mon cœur. Donc en fait, il vérifie mon taux d'oxygène dans le sang, si j'ai du mal à respirer, comment bat mon cœur, quelle est ma tension. Ils sont sur moi et puis ils me disent que je peux plus manger. Parce qu'en fait, ils sont inquiets. Parce qu'ils voient que ma bouche est paralysée. Donc ils sont inquiets pour ma façon de déglutir. Et en fait, ils ont raison. Donc tu t'alimentes par perfusion? Donc à ce moment-là, je m'alimente pas et ils me mettent une perfusion d'hydratation. Et j'ai le droit de boire jusqu'au soir où en fait, je fais une fausse route avec de l'eau. Donc à ce moment-là, j'ai plus le droit de boire. Donc là, j'ai très peur parce qu'en fait, t'es paralysée dans ton lit et je bois une gorgée d'eau qui passe pas normalement en fait. Elle passe pas au bon endroit. Et donc je m'étouffe. Donc là, à ce moment-là, tous les médecins, tous les infirmiers se précipitent dans ma chambre. Et heureusement, ça se passe. Et donc ils repartent avec l'eau en me disant « c'est terminé ». Et là, c'est le pic de la maladie. Là, j'ai jamais... Là, ça fait combien de temps, du coup, entre cette nuit-là et le jour où t'es arrivée aux urgences, ça fait combien de temps que t'es... On est le 15 août, donc je suis arrivée aux urgences 4 jours avant. Et la maladie s'est déclenchée le 7 août. Donc ça fait une bonne semaine. En une bonne semaine, j'ai atteint le pic, on va dire. Et là, Greg, comment ça se passe avec lui, du coup? Il
Il vient te voir tous les jours? Comment il s'organise avec Thaïs? Donc Thaïs est avec mes beaux-parents, avec ses grands-parents, avec ses cousins. Et Greg, il me lâche pas d'une semelle. D'accord, donc il est vraiment jour et nuit auprès de toi, Ouais. autant que c'est possible. En fait, comme je suis arrivée par la mater, on s'est un peu autorisé des visites toute la journée. Et en fait, ils ont été sympas. Enfin, le corps médical a été sympa parce qu'ils ont laissé Greg venir le matin alors qu'on n'avait pas le droit de visite. Mais j'avais besoin de lui, vraiment. Vraiment. Et donc, en fait, il passe ses journées avec moi. Il se lève le matin, il vient me voir, il part quand on le met dehors, il rentre, il dort, il revient. Et donc, en fait, lui, il est épuisé aussi, physiquement et psychologiquement, et ça va très vite. Et je pense qu'il est très inquiet. Et il faut qu'il soit très solide, donc il me le dit pas, mais en fait, avec le temps, physiquement, il va lâcher. C'est toi qui te dis ça quand tu le vois? Non, quelques temps après, il me dit je vais pas bien, j'ai l'impression d'avoir des fourmis dans les bras, dans les pieds, j'ai très mal au dos, je me sens pas bien. Et je lui dis mais attends, c'est super dur pour toi, prendre la distance avec tout ça. Et donc je lui dis bah écoute, rentre, va voir Thaïs, ça va te faire du bien, on va te faire chouchouter par tes parents. Et vas-y, rentre. Là, ça fait peut-être 2 semaines complètes que je suis hospitalisée. Tu peux lui parler? Oui, je peux lui parler. Devant lui, je me permets des choses que je pourrais pas faire devant d'autres. Parce qu'au bout d'un moment, il me repermet de m'alimenter, sauf que je m'alimente avec du liquide. Quand on se nourrit, notre bouche, elle mâche, elle s'ouvre, elle se ferme. Moi, ma bouche, elle s'ouvre, elle se ferme, mais pas bien. Et j'en mets partout. Donc j'ai un bavard qui m'arrive jusqu'aux genoux. J'ai l'impression d'avoir 90 ans, plus de dents. Et il y a que devant lui que je peux faire ça. Et il t'aide alors, du coup, comment il se positionne vis-à-vis de toi dans cette chambre? Il est là tout le temps. Il me regarde dormir. Moi, je suis épuisée. Notamment, j'arrive pas à dormir la nuit. Parce que, comme je suis complètement paralysée, je peux pas me tourner. Quand on est enceinte de 7 mois et demi et qu'on a un gros ventre, on passe la nuit à se tourner, on est avec son coussin de grossesse, on essaye de se caler dans un sens, se caler dans l'autre. Déjà, c'est difficile. Et là, il fait très chaud, il n'y a pas la clim, et je peux pas me tourner. Moi, je suis coincée sur le dos avec un bébé qui m'écrase le corps. Et si je veux me tourner, il faut que je sème. Donc je dors très 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 mal. Donc la journée, je dors, il me regarde dormir, il me soutient, il donne des nouvelles parce que je peux pas parler au téléphone parce que j'ai du mal à parler, que j'ai pas la même voix, parce que aussi j'ai du mal à envoyer des textos parce que j'ai plus cette fluidité dans les mains. Et en plus, comme mes yeux ne se ferment plus, on met de la crème dans les yeux. Donc je vois plus très bien. Donc tout ça fait que c'est aussi Greg qui donne vachement de nouvelles. Et ta famille, elle est où à ce moment-là? Ah, c'est les vacances, c'est le plein mois d'août, donc ils sont tous en vacances. Mais je pense que quand ils comprennent vraiment l'ampleur, ils rentrent. Ils rentrent. Donc moi, j'ai plus ma maman, mais mon papa et mes sœurs, et ma grande sœur surtout, mon papa et ma grande sœur rentrent. Et ça tombe bien parce qu'en fait, c'est pile le moment où Greg vacille et où je lui dis, va voir Thaïs parce que là, il faut que tu reprennes des forces. Donc ils viennent prendre le relais auprès de toi, quoi. Exactement. Et à ce moment-là, t'as envie qu'on vienne te voir? Ah non, parce que physiquement, je change beaucoup physiquement. Déjà, quand t'es alité pendant autant de temps, très vite, tes muscles fondent. En plus, j'ai un bébé dans le ventre et il faut qu'il soit en forme parce qu'il y a un vrai risque de devoir le faire venir plus vite. Donc en fait, il faut que je grossisse. Donc à ce moment-là, mon père se met à essayer de me faire des purées, mais faites maison et très très caloriques, ultra caloriques. C'est plus de beurre que des purées d'ailleurs. Et voilà, ça marche un peu, ça maintient un peu mon poids, mais physiquement, je suis très impactée parce que tous les muscles sont partis. J'ai beaucoup de... Voilà, je mange peu aussi, donc je perds du poids. Je suis paralysée du visage, donc j'ai plus aucune expression du visage. Toutes mes petites rides qui m'agaçaient avant, j'ai plus rien. Et puis je suis très creusée du visage parce que tous les muscles de la mâchoire qu'on utilise tous les jours pour parler, pour manger, en fait, ils disparaissent. C'est flippant. C'est flippant et ça, je le vois parce que je me regarde dans la glace. Alors, je me regarde pas, j'ai mis du temps à pouvoir me voir mon corps dans la glace parce qu'en neurologie, il n'y a pas de miroir en pied. Mais à un moment, j'ai fait un séjour en mater
Et je pouvais pas marcher, mais ils m'ont accompagnée à l'aide d'un déambulateur et ils m'ont portée. Et à ce moment-là, je croise mon reflet dans le miroir en pied de la mater. Et là, c'est très dur. Parce que je suis un sac d'os, en fait. Donc l'impact physique est dur aussi. Et ça, avec le temps, mes copines l'ont compris. Parce que elles ont fait un truc super, c'est qu'elles ont fait venir un coiffeur à l'hôpital. Sur ma chaise roulante, je me suis fait coiffer. Tu veux pas te montrer, mais même à Thaïs, tu vois, je voulais pas faire de FaceTime, je lui envoyais des cartes postales. Parce que j'ai plus la même voix, parce que je peux plus parler exactement pareil, il y a des mots que je peux plus dire. Papa, maman, c'est des mots que j'utilise avec elle, mais en fait, quand tu les prononces, tes deux lèvres se touchent. Et moi, je peux plus les dire parce que mes lèvres se touchent plus. Et du coup, Thaïs, j'ai pas envie qu'elle me voie comme ça. Je me dis, je vais attendre, parce que je veux pas qu'elle me voie avec ce visage paralysé. Je veux pas qu'elle me voie. Je veux pas lui parler comme ça. Je veux pas qu'elle me reconnaisse pas. Donc tu lui écris des cartes postales. Ouais. Et comment ça devient cette idée-là ? Je sais pas. Je me dis, c'est le seul lien que je peux avoir. Alors, je fais des cartes postales, tu sais, électroniques, parce que je peux plus écrire non plus. Mais je fais des cartes postales électroniques avec des photos d'elle et moi, parce que c'est le seul truc que je peux lui apporter. Et je lui en envoie tous les jours. Et donc, c'est le seul lien qu'elle a avec moi. Jusqu'à ce que finalement, je me rende compte que, en fait, on arrive à la rentrée et que la vie va reprendre son cours pour Thaïs et que pour moi, rien n'a changé. Et donc, je me dis, en fait... là, ça va être mon quotidien, en fait. Ce visage paralysé, ce fauteuil roulant, ça va être ma vie pour l'instant. Donc, je vais voir ma fille, évidemment, je vais voir ma fille. Parce que du coup, tu la vois pas pendant combien de temps, Thaïs ? 3 semaines. Et donc, c'est à l'issue de ces 3 semaines où tu dis, en fait, ça bouge pas trop et je vais pas pouvoir rester comme ça, loin d'elle, aussi longtemps, quoi. Ouais, Greg est parti la voir, et puis il se trouve que c'est la rentrée, donc il la ramène. Et alors... Dans les services neurologiques comme ça, il n'y a pas le droit de visite d'enfants. Mais c'est l'été, donc on se voit dehors. Et là, c'est dur. C'est dur parce que au début, elle ne me reconnaît pas. Et puis, je peux rien faire, en fait. Je peux pas m'approcher d'elle. Je suis coincée dans ma chaise, je suis coincée dans mon corps. Je peux rien faire. Je la prends, je l'assois sur mes genoux. Et quand je l'assois sur mes genoux, ça me fait mal. Parce que c'est des douleurs neurologiques qui sont particulières. Donc, mais je m'en fous, je préfère avoir mal. Et Greg est là, du coup ? Il est avec vous à ce moment-là ? Ouais, il vient avec elle. Après, c'est dur parce que c'est à la fois ma force et à la fois ma faiblesse. Parce que quand je la vois, ça me fait tellement de bien de la voir. Et en même temps, elle est en colère. Que ça ait changé, que je puisse pas m'occuper d'elle, que je sois pas à la maison. Donc, elle me rejette beaucoup. Et elle me provoque. Elle va tomber, mais elle en disant, en pleurant, et elle s'attend à ce que je vienne la ramasser, à ce que je vienne la prendre dans les bras. Et en fait, tout ce que je peux faire, c'est tendre mes bras vers elle. Mais quand je tends mes bras vers elle, elle me dit non. Et qu'est-ce que tu lui dis, du coup, à ce moment-là, à Thaïs ? Vous lui expliquez ce qui se passe En fait, c'est difficile parce que même moi, je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre. A priori, on me dit, vous allez retrouver l'usage de vos jambes. Oui, mais là, vous êtes sûr parce que ça commence à durer et puis je retrouve rien. Donc, j'essaye d'utiliser des mots simples. On essaye d'utiliser des mots simples et on lui dit que j'ai des bobos aux jambes, au visage, mais que ça va partir. Je lui dis que je suis à l'hôpital, mais que quand ça ira mieux, je vais rentrer à la maison. J'essaye de trouver des mots simples et rassurants, même si c'est difficile parce que même moi, je sais pas ce qui m'attend. J'essaye aussi vachement de dissocier ça de sa petite sœur. Parce que je lui dis, c'est pas de ta faute. C'est pas de la faute du bébé, c'est pas de la faute de papa et c'est pas de la faute de maman. Après, je sais pas, on sait jamais si on fait bien ou pas bien de toute façon avec les enfants. Parce qu'à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils te disent les médecins ? Alors, il est question que tu restes... Donc, t'es en soins intensifs, ils te surveillent quand même, t'es sous haute surveillance parce qu'ils craignent du coup qu'au niveau respiratoire, ça s'emballe. Ouais. Greg rentre de la campagne parce que c'est la rentrée de ta fille. Quelles sont les étapes là qui arrivent du coup ? Alors les médecins
voit que ça stagne, donc j'atteins ce qu'ils appellent la phase plateau. Donc c'est-à-dire que je suis hors de danger. J'aurais a priori plus de fausses routes, j'aurais pas de problème de respiratoire, j'aurais pas de problème cardiaque. Et j'ai pas vocation à rester dans le service neurologie. Maintenant, j'ai vocation à faire de la kiné tous les jours pour repartir en fait. Donc je suis transférée dans un hôpital de rééducation et là je me mets à faire de la kiné tous les jours avec mon ventre énorme. Dans cet hôpital de rééducation, on te dit combien de temps tu y restes ? Donc tu ne sais pas. Tu ne sais pas quand est-ce que tu rentres chez toi. Non. Et donc en parallèle, Greg, lui, il est où là ? Il est chez vous, à Paris Greg prend la décision de s'installer chez ses parents parce qu'il peut pas gérer Thaïs tout seul. Et il travaille à ce moment-là ? Ouais, il travaille. Alors il était en vacances, donc c'est la fin de ses vacances. Il a été arrêté un peu parce que, tu vois, cette semaine où il allait pas bien, il s'est fait arrêter. Et puis après, ça coïncide aussi avec un moment où moi je fais une rechute. Et là, mon corps se met à se paralyser encore plus. Et puis je suis enceinte, je suis très très enceinte et en hôpital de rééducation, ils n'ont pas l'habitude d'avoir une femme enceinte. Donc ils sont un peu inquiets de ça. Parce que là, on est début septembre. Là, on est début septembre. Et ouais. ton terme est pour... Le 10 octobre ou le 15 octobre. Donc tu rechutes, ils te retransfèrent en euros du coup ? Alors ouais, à ce moment-là, c'est un soir où j'ai très très mal au dos. En fait, j'ai mal au dos parce que je suis enceinte et que je suis paralysée. Mais en fait, ils associent ça à des contractions. Je leur dis non, c'est pas des contractions. Mais ils sont inquiets. Donc ils m'envoient en ambulance à Foch. Et là, j'en profite. Je dis, allez chercher mon neurologue. Et donc mon neurologue arrive, m'examine et me dit, oui, vous faites une rechute. Donc je vous réhospitalise. Je vous refais un traitement. Derrière, on va se coordonner avec les gynécologues. On va vous faire accoucher. Parce qu'il y a une possibilité pour que vous puissiez récupérer plus vite si vous n'êtes plus enceinte. C'est un accouchement, ça peut pas être par voie basse ? Au début, ils voulaient m'accoucher voix basse. Mais en fait, c'est pas... Comme je suis paralysée, c'est plus de l'ordre de l'extraction. Donc c'est quelque chose qui peut durer 2 jours, avec de l'ocytocine, des tampons, et puis des outils pour aller chercher le bébé. Sauf que moi, je suis épuisée. Je ne dors plus. Ça fait 1 mois que je ne dors plus la nuit. Je suis l'ombre de moi-même. Donc je finis par leur dire, en fait, c'est pas possible. Je vais pas passer 2 jours avec des contractions, c'est pas possible. Et donc ils prennent la décision de me faire une césarienne. Et donc quand on voit que le bébé est à 2,5 kg, on s'organise pour que ce soit un lundi. Pour moi, chaque jour est important à ce moment-là. Donc il l'estimait un samedi ou un vendredi. Je lui ai dit, s'il vous plaît, faites-le le vendredi. Non, parce qu'il va y avoir le week-end, il faut que tous mes médecins soient là, etc. Donc c'est dur, mais je me dis, allez, je vais attendre encore un peu. Et donc le lundi matin, 9h, je pars en césarienne. Et Thelma arrive très vite parce qu'avec une césarienne, en fait, ce qui est long, c'est de refermer. Donc Thelma est arrivée très vite. Comment ça se passe avec l'équipe médicale qui t'entoure ? Parce que tu dis que tu as ton neurologue, donc c'est toujours le même en fait qui te suit ? Non, en plus c'est l'été, donc en fait il tourne aussi. Mais finalement il y a pas mal de neurologues qui connaissent mon cas. En fait, je suis un cas assez rare. Parce que être enceinte avec le syndrome de Guillain-Barré, c'est arrivé à 10 femmes en France depuis toujours. Donc c'est assez rare. Et donc en fait, à l'hôpital, je suis un peu le cas curieux, on va dire. Et je suis particulièrement chouchoutée par les gynécologues, par tout le service de mater. Et ça fait du bien. Parce qu'il y a aussi cette question, en fait, quand même, de l'intimité, quoi. Où finalement, tu peux plus rien faire pour donc tu dois sans cesse avoir recours à eux pour te mobiliser dans ton lit, j'imagine pour les soins, pour ta toilette. Pour tout. Quand je suis arrivée en hôpital de rééducation, il a même été question que je me nourrisse dans une salle commune parce qu'ils avaient peur que je m'étouffe. Donc tu n'as plus aucune intimité, tu n'as plus la maîtrise de ton corps. Je me souviens très bien d'une scène où je suis sur mon fauteuil roulant et j'essaye par la force de mes bras, le peu de force qui me reste, de faire rouler mon fauteuil pour sortir de cette salle commune parce que je ne veux pas déjeuner avec tout le monde. Je sais de quoi je suis capable et je sais que je suis capable de me nourrir toute seule. Et donc j'essaye de reculer et les infirmières me maintiennent. En fait, tu n'as plus aucune liberté
Pour prendre ta douche, pour aller aux toilettes, tu t'es obligé de sonner tout le temps. De mon corps de femme enceinte, nue, tout le monde l'a vu. Et ce jour, elles te maintiennent dans ton fauteuil, ça va te mettre dans une colère. Ah, j'ai une crise. Je fais une crise et heureusement, Greg est arrivé à ce moment-là, mais encore une fois, il avait bypassé les horaires de vide parce qu'il n'avait pas le droit d'être là. Il avait réussi à passer et il m'a récupérée et il a dit je vais la faire déjeuner, mais vous la laissez tranquille en fait. Parce que je suis dans un hôpital de rééducation et c'est souvent des rééducations post-AVC. Et en fait, voilà, c'est pas de leur faute, mais ils font face à des gens qui ont des problèmes aussi mentaux. Mais moi, j'ai aucun problème dans ma tête. Mon cerveau, il fonctionne très très bien. C'est juste que je suis en prison dans mon corps. C'est ça qui est dur aussi, c'est que j'ai conscience de tout. Je sais très bien ce que je peux faire, pas faire. C'est juste que ce que j'envoie comme message à mon corps, et mon corps le fait pas, mais c'est tout, quoi. Mais du coup, ce jour-là, Greg, c'est assez extraordinaire, quoi. Il défend, quoi, l'être que tu es, quoi. Ouais. Ton intimité, ta liberté, ton libre arbitre, même s'il est réduit, il en prend soin, quoi. Ah ouais, mais Greg, c'est mon pilier. Et qu'est-ce que tu as découvert de lui, alors, dans ce moment de vie En fait, tu vois, on s'est choisis, on s'est mariés. Donc quand tu te maries, tu te dis, allez, je suis sûre, mais en même temps, t'es jamais sûre à 100%, mais t'as déjà une confiance énorme. Et en fait, ça peut aller encore plus loin, mais tu le sais pas. La confiance que j'ai en lui, tous nos liens se sont renforcés, en fait. Quand on s'est mariés, le fait d'être mariés, ça m'a fait l'aimer encore plus fort. Le fait d'avoir Thaïs, ça m'a fait l'aimer encore plus fort. Et cette maladie, ça m'a fait l'aimer encore plus fort. Même si à chaque fois, je pense que c'est pas possible, ben si. Thelma arrive dans vos vies. Ouais, ça c'est la parenthèse enchantée. Donc à ce moment-là, t'es où en fait? Parce que donc t'es dans un contexte de rechute, donc t'es dans un service spécial du coup Non, alors ils m'ont donné le traitement juste avant la césarienne. Donc j'ai eu 2 jours de traitement, puis la césarienne. En fait, le problème avec la césarienne et l'accouchement en global, si tu veux, une péridurale, c'est l'anesthésie. En fait, ils étaient assez inquiets de l'arracher anesthésie pour moi. Ce qui fait qu'ils m'ont sous-dosé d'ailleurs. Donc j'ai eu un mal de chien. Et après ça, ils m'ont mis en salle de réveil post-opératoire. Et en temps normal, quand tu te fais opérer, tu passes quelques heures et puis tu repars. Là, j'y ai passé toute une nuit en observation et j'ai pu récupérer Thelma que le lendemain, une fois que j'avais réussi à passer cette nuit sans encombre. Et donc le lendemain, je suis retournée en mater. Et ils ont été adorables parce qu'ils nous ont installés dans une chambre kangourou. C'est une chambre qui est pour les petits bébés qui sont en néonate. Et en fait, c'est une chambre qui est directement liée à la néonate. Ce qui fait que t'as quelqu'un qui peut rentrer par ta chambre, mais pas par l'extérieur, tu vois. T'as 2 entrées dans ta chambre. T'as un accès direct à la néonate. Et l'autre porte qui est en fait la porte par laquelle passent les médecins, les infirmiers, les visites, etc. Et donc, ils nous ont installés là, comme ça. Ils pouvaient s'occuper de Thelma parce que moi, je suis paralysée toujours, 100%. Et donc, je ne peux pas prendre Thelma quand elle pleure. Je peux pas me lever, je peux pas lui donner son bain, je peux pas. Il faut qu'on me la mette dans les bras et je peux lui donner un biberon. Donc ils font tout dans ta chambre, sous ton regard, quoi. Ils font sous mon regard et surtout ils mettent tout en place pour que je puisse être le plus près d'elle possible et le plus près de tous les soins que je peux pas faire. Je me souviens d'une fois où ils lui ont donné le bain dans ma chambre en remplissant une baignoire qu'ils ont mis sur un lit à roulettes. Ils ont donné le bain à Thelma devant moi alors que j'étais allongée dans mon lit. Et après, il fallait repartir avec la baignoire pleine. Ils ont renversé la baignoire dans la chambre. Mais ouais, ils ont tout fait pour que je puisse garder un lien proche avec Thelma. Là, on peut dire vraiment que j'ai été chouchoutée. Parce que des mamans paralysées, ils en ont jamais. Et ils ont vraiment, vraiment pris soin de moi. Et donc à ce moment-là, Thaïs, elle peut venir te voir. Quand est-ce qu'elle rencontre sa petite sœur? Exceptionnellement, Thaïs a pu venir. Donc elle rencontre Thelma à l'hôpital. Heureusement, parce que j'ai quand même passé 10 jours à l'hôpital avec Thelma. Donc elle vient dans la chambre. Elle vient voir sa petite sœur. Et c'est trop mignon. La rencontre des deux, c'est très très mignon. C'est émouvant. Un Greg qui orchestre tout, qui a
Thaïs dans un bras et Thelma dans l'autre. Et Thaïs qui a une tétine. Et Thelma qui se met un peu à pleurer. Alors elle dit tétine, tétine. Elle prend une tétine qui traîne et lui enfonce dans la bouche. Et Greg, du coup, à ce moment-là, il est toujours chez ses parents. Ouais. Parce que tu nous disais tout à l'heure que, du coup, qu'il avait pris la décision de s'installer Ouais. dans sa famille pour avoir du relais, pour avoir... Il est toujours chez ses parents et puis il commence à installer toute notre vie à côté de chez ses parents. Parce que Thaïs, qui était à la crèche dans Paris, au début il faisait les allers-retours, mais il passait plus d'1 heure dans sa voiture pour aller la chercher et l'emmener. Donc elle va être transférée, Thaïs va être transférée en crèche à Rueil. Et donc toi, il est question que tu rentres du coup à un moment donné. Ouais, donc cette rechute se restabilise du coup. Tu retrouves un plateau. Ouais. Et il est question que je rentre. Et je rentre. Je rentre chez mes beaux-parents en fauteuil roulant. Thelma est née le 13 septembre, on doit être le 20 septembre. Ça fait combien de temps que tu es hospitalisée ? Eh ben, ça va faire 2 mois. Alors tu rentres, t'as rien récupéré. T'es toujours aussi paralysée. Il est question que tu fasses de la rééducation, du coup ? Oui, mais en fait, je ne veux pas retourner en hospitalisation complète. Donc je leur dis, je ferai soit de l'hôpital de jour, soit de la kiné à la maison, mais je ne veux pas retourner à l'hôpital alors que je serai séparée de mon bébé. Ce que je veux pas, c'est quitter Thelma. Thelma qui vient de sortir de mon ventre, en fait. Thelma qui, elle vient de naître. Donc ils acceptent, hein. Donc tu rentres... Ils n'ont pas le choix, je leur laisse pas le choix. Mais ils sont... Ils sont pas pour. Ils sont pas pour, Ils d'accord. veulent que je retourne en hôpital. Tu rentres pas chez vous, mais en fait chez ta belle famille. Ouais, avec toute une orga pour s'occuper de Thelma et pour s'occuper de moi. Et c'est quoi alors cet organe concrètement ? J'ai une infirmière qui vient, ou une aide-soignante qui vient me faire mes soins le matin, et une infirmière qui vient me faire mes piqûres. Et pour Thelma, on a tous nos copains qui se sont cotisés pour une énorme cagnotte parce qu'ils voulaient nous aider et qu'ils savaient pas comment nous aider et qu'en fait ils ont trouvé le meilleur moyen de nous aider. Et du coup ils ont monté une cagnotte et ils ont lancé une orga de nounou de nuit pour Thelma. Ce qui fait que Greg a pu dormir pendant 2 mois après la naissance de Thelma. Et en fait, heureusement, parce que personne n'aurait tenu sinon. Personne n'aurait tenu parce qu'en fait, je suis pas restée à la maison. Moi, je suis restée 2 jours. Et au bout de 2 jours, j'ai été réhospitalisée parce que en fait, donc j'ai une césarienne et j'avais un hématome de paroi. Et les gynécologues, au vu de tout ce que j'avais traversé, disaient non mais on va pas commencer à essayer de récupérer l'hématome, on va la laisser, il va partir. Voilà, vous avez déjà vécu trop de choses, on va pas vous embêter. Et en fait, l'hématome est devenu tellement énorme et il s'est ouvert un jour sous la douche à la maison. Alors que Thaïs pleurait et Thelma pleurait. Et donc du coup, je suis repartie en consultation pansement à Foch. Et avec du gaz hilarant, ils ont essayé de l'évacuer. Et en fait, il était trop gros. Et donc mon gynécologue m'a dit je suis obligée de vous réopérer. Et donc le lendemain matin, j'ai été réhospitalisée pour une opération. Donc rebelote, rachianesthésie. Et sauf que quand je me suis réveillée de l'opération, mes jambes ne marchaient plus du tout. Du tout. T'avais commencé à récupérer un peu en fait quand t'étais rentrée. J'avais commencé à récupérer et pire de ce que j'avais été, c'est-à-dire que quand tu me posais, c'est-à-dire il fallait me porter pour aller jusqu'au fauteuil roulant par exemple. Quand j'ai fait cette rechute, je ne pouvais plus faire ça. Je suis devenue un poids mort. Je me rends compte qu'en fait, c'est pire qu'avant. Donc j'en parle à mes neurologues qui à ce moment-là me croient pas. Ils se disent que c'est pas possible. C'est pas possible. En fait, le syndrome de Guillain-Barré, ça arrive une fois et c'est terminé. Et là, moi, on me parlait d'une 2e rechute. Et c'est pas possible ou alors c'est chronique. C'est-à-dire que ça peut être une maladie à vie où tu as besoin d'être soigné. Donc le traitement, ça s'appelle des immunoglobulines. C'est simple, hein, c'est un don humain de globules blancs. Et donc on remplace des globules blancs défectueux par des globules blancs en bonne santé qui vont pas se mettre à
à s'attaquer à toi. Et donc en fait, t'as des gens qui ont cette maladie de façon chronique et qui ont besoin d'immunoglobulines tous les mois, tous les 6 mois, tous les 3 mois. Et donc à ce moment-là, ma crainte, c'est ça. Et la crainte des médecins, même s'ils me le disent pas, c'est ça. Donc qu'est-ce qui se passe là du coup? Parce que tu te réveilles et donc tu constates que c'est pire qu'avant. Et je suis retransférée en neurologie du coup, pour observation. Et là arrive le 5 octobre, donc je fête mes 32 ans. Et je suis hospitalisée en neurologie, en observation, donc sans que personne n'agisse. Donc je me dis qu'en fait, avant qu'il se passe quelque chose, voilà, j'ai plus mon bébé. Parce que mon bébé, il est à la maison. Mes 2 filles sont à la maison, mais celui qui vient de sortir de mon ventre, je l'ai plus. On me l'a arraché de mon ventre, on me l'a arraché de mes bras. Même en prison, on a le droit d'avoir son bébé avec soi. Donc c'est très dur pour moi. Et là, ils acceptent pas du coup que Greg vienne avec les filles. Si, ils acceptent une visite. J'ai une visite tous les 2 jours, elle reste 1 heure. Et là, moi, je vais pas bien du tout parce que c'est la 2e rechute. Je vois pas le bout du tunnel. Les médecins me croient pas. J'ai plus mon bébé, donc je ne mange plus. Et je me rends pas compte que c'est psychologique à ce moment-là. J'ai l'impression d'avoir des nausées et que c'est les médicaments, mais je me rends pas compte que c'est psychologique. Mais je ne peux plus rien mettre dans ma bouche. Plus rien, il n'y a plus rien qui rentre, donc je perds énormément de poids. Ils viennent me peser parce qu'il faut adapter les traitements en fonction de ton poids. Donc à ce moment-là, je suis pesée comme un légume que tu poses sur une balance, c'est-à-dire qu'il glisse en dessous de moi un sac. Et avec la machine, le sac me soulève. Et là, j'ai ma tête qui part en arrière parce qu'ils n'ont pas mis le sac. À ce moment-là, t'as des pensées qui te traversent l'esprit, qui sont complètement fausses. Enfin, tu peux pas... C'est un traumatisme en fait, et quand tu vis un traumatisme, tu te mets à penser des choses qui sont complètement absurdes, complètement folles, mais je me dis, mais en fait, je mérite pas de vivre. À ce moment-là, je me dis, je mérite pas de vivre, je suis une chose, je suis plus une personne, j'ai plus aucune dignité, j'ai plus aucune intimité, je peux plus rien faire toute seule. Je suis pesée comme un objet, mes médecins me croient pas. Vers qui tu te tournes alors du coup dans ce moment où tu crois, t'es clairement... épuisée, t'as envie de disparaître, quoi. Je pense que je me renferme. Depuis le début, j'ai réussi à tenir pour les filles, mais à ce moment-là, je me renferme vachement. Je peux plus donner de nouvelles. Les gens, en plus, c'est mon anniversaire. Donc, les gens s'en sont arrêtés à... Elle est rentrée chez elle, elle a eu un bébé, et puis il y a plein de gens qui sont pas au courant. Donc, j'ai des messages qui sont gentils, mais qui me font mal, comme un couteau dans le cœur à chaque fois. Donc, je peux plus du tout donner de nouvelles. Là, je ferme mon téléphone, je le confie à Greg et je dis je veux plus. Qu'est-ce qui te fait mal à ce moment-là? Qu'est-ce que tu trouves difficile, justement, vis-à-vis des autres? Parce qu'ils me disent j'espère que tu vas bien, félicitations pour ton bébé. Je suis pas avec mon bébé, non, je vais pas bien. Joyeux anniversaire, mais j'ai jamais vécu un anniversaire aussi horrible de ma vie parce que je suis paralysée dans un lit et que mon orthophoniste que j'adore m'apporte un gâteau et une bougie, mais j'arrive pas à souffler ma bougie parce que pour souffler il faut faire une mimique avec la bouche et je peux pas faire de mimique avec la bouche, donc j'arrive pas à souffler ma bougie. Donc à ce moment-là, tu côtoies la vraie limite, quoi, avec l'autre, quoi. C'est-à-dire l'autre, est pas à ta place. Dans le fond, il y comprend pas grand-chose, quoi. Et il est un peu toujours à côté. Ouais, même si je sais que c'est pas du tout de leur faute, mais ouais. Et tes amis, j'imagine que t'as des amis de qui tu es plus proche que d'autres. Ouais. Comment ça se passe, le lien entre vous à ce moment-là? À ce moment-là, je me ferme complètement. C'est moi qui me ferme complètement. Mais ça va pas durer si longtemps que ça. Je pense que ça a duré 1 semaine. Après, mon neurologue est venu me voir et ils avaient réussi à l'époque à me mettre sur le fauteuil. Et donc, pour m'examiner, il fallait qu'ils me mettent dans le lit. Et donc, ils me portent pour me mettre dans le lit, comme il l'a toujours fait. Sauf que cette fois-là, il me fait tomber parce qu'en fait, je peux plus, comme je t'ai dit, je peux plus avoir ce maintien sur mes pieds qui fait que je passe dans le lit. Donc là, il te croit. Donc là, il me croit. Donc à ce moment-là, il me donne le traitement. Et quand je vois les effets du traitement sur mon corps, je me mets à revivre. J'ai mes copines qui viennent me voir. Et c'est qui tes copines alors, de qui t'es proche à ce moment-là, tu vois, qui sont autour de toi?
C'est mes copines qui sont dans mon quotidien depuis longtemps. C'est celles qui m'ont envoyé le coiffeur. C'est celles qui ont lancé cette cagnotte. C'est celles qui m'écrit tous les jours. Qui t'écrivent tous les jours? Ouais, j'en ai une qui m'a écrit tous les jours. C'est celle que j'accepte de voir parce que j'ai pas accepté de voir beaucoup de personnes. Donc elles viennent te voir régulièrement du coup Oui, elles se passent le relais, elles viennent me voir et ça fait du bien parce que quand tu vis ce genre de moment, quand t'es à l'hôpital et que c'est difficile pour toi, en fait, t'as des moments privilégiés avec tes amis et ta famille parce que tu passes du temps et tu parles. Comme tu vis ce moment difficile, tu confies beaucoup. Et la personne avec qui tu es se confie aussi. Donc je pense que je me suis rapprochée de mes amis. Il y a des barrières qui lâchent et de leur côté aussi. Et en fait, elles se sont confiées aussi à moi. Et ça nous a rapprochés. Et t'as un moment en tête quand tu me dis ça? Tu te souviens d'un moment un peu particulier qui te reste? Ouais. Je me souviens d'un moment dans la cour de l'hôpital. Et en fait... Comme je te disais tout à l'heure, j'ai plus ma maman. Et en fait, il se trouve que ma maman est décédée dans cet hôpital. Et que j'ai des souvenirs dans cette cour d'hôpital parce que j'étais plus jeune, j'avais 19 ans. Et donc, on parlait de ça. On parlait de ma maman. Et elle s'est confiée aussi sur sa relation à sa maman. Et c'est une amie qui est assez secrète. Et j'ai pris ça comme un cadeau et j'ai trouvé ça précieux. Ouais, puis peut-être aussi que dans ces moments-là, c'est toujours un peu dans un certain sens. C'est-à-dire que comme c'est toi qui ne va pas bien, c'est toi qui te confies, c'est toi qu'on regarde, c'est toi qu'on écoute. Donc pouvoir vivre aussi cet échange finalement, te dire je peux, enfin voilà, on peut encore compter sur moi. Ouais. Et c'est pas que moi qui compte sur les autres. Ouais. Et ça a été assez naturel. C'est ça qui a été super chouette avec mes copines. C'est qu'elles sont restées hyper naturelles. Je pense que, pour être honnête, j'étais dans mon corps, donc je me suis pas vue tant que ça, mais je pense que physiquement, ça devait faire bizarre de me voir. Je l'ai pas vu sur leur visage. Ça fait du bien. Bon, donc ils te réadministrent ce médicament, tu vois tout de suite les effets. Très vite, je vois les effets, ouais. Donc tu rentres, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, je suis retransférée en hôpital de rééducation. Ah, parce que cette fois-ci, ils acceptent pas que tu rentres à la maison. Et cette fois-ci, je me dis, là, faut que je retrouve mes filles. Donc, ok, j'y vais, mais je vais tout donner pour remarcher vite. Et donc, j'arrive dans ce même hôpital, du coup, que j'avais connu à l'époque. Et je sais, maintenant, je connais les filons. Je sais qu'on peut avoir une permission pour le week-end. Donc, je m'organise pour avoir ma permission le week-end. Je suis presque à la maison, tu vois. Donc, en fait, j'aborde ce deuxième séjour vraiment comme... non, mais cette fois, je sais où je mets les pieds. Et surtout, je vais pas... Ça va y aller, quoi. Ouais, ça va y aller. Là, ça va y aller parce qu'il faut que je rentre. Ouais. Et alors? Eh ben, ça a marché. Ça a marché parce que j'y ai passé 3 semaines, hospitalisée tous les jours, à dormir là-bas, avec des permissions tous les week-ends. Donc j'ai revu les filles tous les week-ends. J'ai été raccompagnée aussi tous les dimanches soirs, donc ça c'était dur. Mais je me suis donnée en kiné, t'imagines même pas. La première semaine, j'étais donc en fauteuil roulant. La deuxième semaine, j'étais en déambulateur. La troisième semaine, j'étais en canne. Et à la fin de la 3e semaine, je suis rentrée à la maison, ils m'ont ramenée en ambulance et je leur ai rendu les cannes. Et j'ai dit, je rentre comme ça à la maison. Merci, au revoir. En fait, à ce moment-là, j'ai été rappelée à Foch pour une ponction lombaire parce qu'ils avaient toujours cette inquiétude que la maladie soit chronique. Et quand je suis revenue en marchant. Et j'ai croisé mon neurologue dans le couloir et il m'a pas regardé, il m'a pas reconnue. Et j'ai baissé mon masque et je lui ai dit « Bonjour docteur » et il a halluciné. Il a fait venir tous les neurologues de l'étage et ils m'ont fait marcher dans le couloir. Et en fait, il s'attendait pas du tout à me voir debout en fait. Et ce qui t'a tenu pendant ces 3 semaines, c'est vraiment... c'est tes filles, quoi. Ouais. En fait, il fallait que ça se termine. Greg allait fêter son anniversaire et il y a une de ses copines qui est venue me voir en me disant « Je voudrais lui organiser un anniversaire surprise ». Peut-être que c'était la première semaine. Donc j'étais en fauteuil roulant, mais je me souviens, il y a tout un truc de kiné à l'extérieur, donc j'essayais de marcher sans mon déambulateur.
C'était à la fois ridicule et à la fois mignon. Et je lui disais, mais ok, organise cet anniversaire et tu verras, je vais marcher pour son anniversaire. Et très gentiment, elle me disait, mais oui, bien sûr, tu vas marcher. Et en fait, j'ai appris après qu'elle était rentrée chez elle et qu'elle avait dit à son mec, non, mais elle marchera jamais. Et en fait, si, je marchais pour l'anniversaire de Greg. Et donc, quand t'es rentrée donc dans ta belle famille. Ouais. Vous avez gardé cet agencement combien de temps, du coup? Écoute, là, c'est très récent, l'emménagement ici. Donc, Greg a vécu 9 mois chez ses parents, avec les filles. Et moi, 6 mois, du coup. Parce qu'après ma sortie d'hôpital, j'ai continué 1 mois d'hôpital de jour. Quand tu dis hôpital de jour, ça veut dire que tous les jours, tu te rends là-bas pour faire des exercices de kiné. Oui. Voilà. Et donc, tout ne cessait d'évoluer dans le bon sens. Oui. Ouais, ok. Oui. Et au bout d'1 mois, ils t'ont dit... c'est terminé. C'est terminé. Vous avez tout récupéré. Oui. Ouais. Oui, ou alors ce qui vous manque va revenir tout seul, en fait. T'es quand même surveillée régulièrement Oui, en ce moment, je suis surveillée. Donc, je vois mon neurologue de temps en temps, occasionnellement. Mon orthophoniste aussi, occasionnellement. Donc, tu continues la kiné en ambulatoire et tu restes 6 mois donc, dans ta belle famille. Oui, moi, j'y ai vécu 6 mois. Comment ça s'est passé? Super bien. Super bien. C'est pas évident de vivre chez ses beaux-parents. Mais en fait, ma belle-mère s'est positionnée pour moi comme une maman. Et en fait, j'en avais besoin. C'est une femme qui est douce, bienveillante et généreuse. Et elle a tout de suite trouvé le bon dosage. Elle s'est énormément occupée de Thelma, puisque quand Thelma a eu 15 jours et qu'on l'a retirée, c'est elle qui s'en est occupée à temps plein, jusqu'à ce que je sorte de l'hôpital 1 mois et demi après. Donc, elle a noué des liens extrêmement forts avec Thelma, ce qui me touche particulièrement, parce que n'ayant pas ma maman, c'est très important pour moi qu'elle soit proche de leur grand-mère. Et puis avec moi, elle a été parfaite. Et je sais, et j'avais un peu... je m'étais rendu compte un peu de ça avant, c'est que j'essayais de mettre des limites dans ma relation avec ma belle-mère, parce que j'avais peur de trop m'attacher à elle. Et en fait, je me suis attachée à elle, évidemment, mais pas comme une belle-mère. La relation qu'on a, c'est pas une relation de belle-mère à une belle-fille. Aujourd'hui, on est beaucoup, beaucoup plus proches que ça. Et avec mon beau-père aussi, c'est différent. Évidemment, on a vécu des choses hors normes. Enfin, on a vécu sous le même toit pendant 6 mois. Et puis en plus, moi, je travaillait pas. Greg allait bosser tous les jours. Donc moi, j'ai vécu toute seule avec ma fille Thelma, puisque Thaïs était à la crèche, mais toutes mes journées avec mes beaux-parents. Et du coup, maintenant, vous êtes dans votre maison. Ça fait combien de temps? Ça fait 1 mois et demi. Ouais, donc c'est vraiment récent. Ouais, Qu'est-ce que ça fait de se retrouver à 4 Psychologiquement, ça fait un bien fou, parce que le fait de pouvoir rentrer chez soi, ça veut dire que tu es capable de prendre soin de toi, de ta famille. Ça veut dire que tu es guéri. Et en fait, s'installer ici, pour moi, c'était un nouveau départ. Et c'est super, parce que avec Greg, on retrouve aussi toute notre intimité. Tu vois, le fait de dîner tous les soirs ensemble, le fait de se réorganiser à 2, et c'est chouette aussi. Qu'est-ce que ça a changé à l'intérieur de toi? Je dirais que ça me ramène plus vite à l'essentiel. C'est marrant, parce qu'avec cette maladie, j'aurais envie qu'il y ait une trace physique qui reste. Mais ça se voit pas. Et pour autant, ça nous a marqué pour toujours. Et ça nous a marqué dans notre quotidien. Aujourd'hui, je peux pas me laver les pieds sous la douche sans y penser. Parce que le jour où j'ai réussi de moi-même à me laver, t'imagines pas la victoire que c'était pour moi. Quand tu reprends un peu d'indépendance. Et le jour où j'ai réussi à me laver les pieds, c'est vraiment que j'étais guérie. Et du coup, là, quand t'es sous ta douche et que tu te laves les pieds, qu'est-ce que tu te dis? Que la vie est belle, et que en fait, on a beaucoup de chance et qu'on s'en rend pas compte. Et c'est bien aussi de pas s'en rendre compte, tu vois. Dans ton quotidien, c'est bien que la vie reprenne le dessus, et que tu te remettes à râler parce que la voiture marche plus, parce que Thaïs râle parce qu'elle est fatiguée, parce que Thelma n'arrive pas à s'endormir. C'est bien de reprendre la vie comme ça, que la vie reprenne ses droits. Et en même temps, tous les jours, je vais y penser en me disant, mais attends, il y a quand même quelques mois, t'étais à l'hôpital et aujourd'hui, t'es là, tu marches. Et ça peut m'arriver sous la douche quand je me lave les pieds, ça peut m'arriver quand je me brosse les dents, parce que je suis toute seule à me brosser les dents et que je peux le faire toute seule. Ça peut m'arriver quand je serre Thelma contre moi parce que on me l'a retirée trop longtemps. Ou même quand je suis derrière le scout avec Greg et que je prends le vent en pleine face et que je prends ma liberté en pleine face. Et aujourd'hui, alors, le lien à tes filles, qu'est-ce que tu dirais? Parce que vous avez quand même été sacrément éprouvées toutes les 3. Ouais, c'est dur parce que
Je suis tellement désolée de leur avoir fait vivre un truc pareil. Tu culpabilises forcément, tu te dis mais elles sont si petites. Thaïs, elle avait 2 ans. C'est un tout petit bébé, c'est si dur de vivre des trucs comme ça quand t'es... Enfin, c'est pas dans l'ordre des choses, quoi. Et après, je me dis qu'elles sont très fortes et qu'elles vont grandir avec ça et que ce sera une force. Je pense que de chaque épreuve, on sort quelque chose de bon. Et je pense qu'elles vont sortir avec quelque chose de bon de tout ça. Le montage de cet épisode a été réalisé avec l'aide de Lola Sotioye. La musique a été composée par Thomas Laverne. Je suis Domitille Tassin et vous écoutez Ce qui nous lie, le podcast qui raconte l'évolution de nos liens au gré de nos parcours de vie. Pour soutenir Ce qui nous lie, n'hésitez pas à vous y abonner, lui mettre 5 étoiles ainsi qu'un commentaire. C'est vraiment ce qui m'aide le plus. Je vous retrouve tous les 15 jours pour un nouvel épisode.